Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai. Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Mme Bintou Keïta, M. Jean-Pierre Lacroix et Mme Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23
intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bouéremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda. Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et 1 soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces 3 dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèle une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui,
82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers ce cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre des soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux
qui oserait justifier l'injustifiable. Nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Et je donne maintenant la parole à Madame Bintou Keïta. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci d'avoir convoqué cette séance d'urgence afin de nous permettre d'aborder les faits nouveaux alarmants survenus dans l'est de la RDC. Le 23 janvier, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, a été blessé sur le champ de bataille. Il est ensuite décédé. À ce jour, la MONUSCO a perdu 3 casques bleus qui essayaient de protéger Sake et Goma contre le M23. Je tiens à adresser toutes mes condoléances à la République démocratique du Congo, à son gouvernement, à sa population, ainsi qu'au gouvernement des pays qui fournissent des contingents, ceux qui ont perdu la vie dans le cadre de l'exécution de la mission, du mandat de la mission. Je souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés, y compris nos 11 casques bleus de la MONUSCO. Aujourd'hui, bien que la MONUSCO appuie les efforts sur le terrain, la FRDC, les M23 et les forces rwandaises ont pénétré le site de Munigi, ainsi que les abords de la ville de Goma, entraînant la panique et la fuite des populations. Les routes sont bloquées, l'aéroport ne peut plus être utilisé aux fins des évacuations ou des efforts humanitaires. Le M23 a déclaré l'espace aérien de Goma fermé. En d'autres termes, nous sommes pris au piège. Je demande au Conseil d'agir maintenant pour préserver la population civile, les travailleurs humanitaires et l'ensemble du personnel de l'ONU. Monsieur le Président, lorsque j'ai présenté le dernier rapport en date du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo le 9 décembre, le mouvement du 23 mars, le M23, avec le soutien actif des forces armées rwandaises, avait consolidé son occupation de la province du Nord Kivu, multipliant par 2 le territoire contrôlé par rapport à 2012. Aujourd'hui, le M23 a étendu sa présence au Nord Kivu et a progressé encore dans la province du Sud Kivu, dont s'est retirée la MONUSCO en juin 2024. Il a reçu des renforts, des fournitures pour consolider ses positions le long de plusieurs axes, tant au sud qu'au nord de Goma. Il convient de noter qu'il a déployé de lourdes présences à proximité de Sake, à 25 km à l'ouest de Goma, et progresse à Munigi, à 9 km au nord de Goma. Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO a renforcé son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en partageant renseignements, en participant à des exercices de planification tactique et en prenant une part active au combat aux côtés de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC. La MONUSCO a activé l'opération Springbok 3 et déployé une force de réaction rapide, un bataillon de déploiement rapide, un bataillon de réserve et une section des forces spéciales ainsi qu'une batterie d'artillerie afin de consolider ses positions pour contrer l'avancée du M23. Sur fond de déplacement permanent des populations qui fuient pour se sauver ou qui sont utilisées comme boucliers humains, la réponse militaire, en particulier l'utilisation de l'artillerie de la MONUSCO, est calibrée avec soin
afin d'éviter des victimes parmi les civils et nos forces sur le terrain pour éviter aussi d'endommager les installations civiles. L'ONU a aussi, de manière temporaire, déplacé le personnel non essentiel de Goma. Ces efforts se poursuivent. Cette mesure vise à garantir la sécurité du personnel tout en maintenant les opérations essentielles de l'ONU dans la province. Ces déplacements ne changent en rien l'engagement indéfectible de l'ONU à fournir de l'aide humanitaire et à protéger les civils au Nord Kivu. Le brouillage GPS, les incidents ont repris plus intensément que jamais. Ces attaques nuisent à la protection des civils et entravent la sûreté et la sécurité du personnel de l'ONU. La mission est prête à fournir des documents à l'appui de la plainte présentée par la RDC auprès de l'OACI et encourage les membres à faire de même. Alors que la position robuste de la MONUSCO à l'appui des FARDC et de la SAMI-DRC a contribué à lutter contre la mésinformation et la désinformation, les autorités congolaises et la MONUSCO continuent de coordonner leur communication conjointe pour garantir la transmission d'un message clair et à l'unisson. Il n'en demeure pas moins que je me dois d'attirer l'attention du Conseil sur une augmentation inquiétante des discours de haine menés par des affiliés au M23 en ligne. Ces discours de haine me ciblent moi en tant que représentante spéciale du secrétaire général, mais aussi le porte-parole de la mission qui a fait l'objet de menaces de violences sexuelles. Je demande aux autorités congolaises de condamner sans embâche les discours de haine qui ciblent tout particulièrement les défenseurs et défenseuses des droits humains et les acteurs et actrices de la société civile. À ce stade, 32 défenseurs des droits humains au moins ont contacté la MONUSCO pour demander des mesures de protection. En réponse, la mission a mis en place des mécanismes individuels de protection avec les réseaux de droits humains. Plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. Une déplacée du Nord Kivu a récemment insisté que même la Seconde Guerre mondiale s'est terminée grâce au dialogue. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Je salue les efforts de la communauté internationale pour préserver ce processus, surtout après le sommet avorté du 15 décembre 2024. Concrètement, j'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23 et à déployer au plus vite ses délégués dans le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour compléter les effectifs de l'Angola et de la RDC. J'appelle de plus la RDC à mener des efforts significatifs pour neutraliser les FDLA. Je réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir ces efforts en lien avec son mandat. En parallèle, j'encourage une synergie étroite entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi en cours de revitalisation. Pour favoriser des avancées notables, il faudrait faire des concessions. Notamment, le M23 devrait se retirer immédiatement vers les positions d'avant le 4 août.
J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations de protéger les civils dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Les infrastructures civiles fournissant des services essentiels aux civils ne doivent également jamais être prises pour cible. Monsieur le Président, alors que l'Angola se prépare à présider l'Union africaine en février, je soutiens le deuxième sommet quadripartite de la SADC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, pour renforcer les efforts de paix. Il serait également crucial de convoquer d'urgence un nouveau sommet tripartite entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, la République démocratique du Congo et le Rwanda. De plus, il sera crucial de tenir le 12e sommet du mécanisme de suivi régional du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour relancer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. J'encourage la présidence de l'Angola à l'Union africaine de promouvoir l'inclusion des femmes dans les initiatives de paix. En RDC, cela pourrait passer par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour une masculinité positive, ainsi que l'établissement du comité interministériel et du Conseil national du genre et de la parité prévu dans la loi de 2015 sur la parité. Monsieur le Président, la MONUSCO accompagne les efforts visant à tenir tous les responsables de violation des droits humains redevables. Il est ainsi important d'identifier les victimes pour leur rendre justice, tout en réduisant le risque de répétition de la violence, y compris celle basée sur le genre. En complément, des mandats internationaux doivent être émis contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent des violations des droits humains et du droit international humanitaire. Avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Wang Xia, et tous mes autres collègues, j'appelle le Conseil à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs des violations. Aucune exception ne doit être faite. Je vous remercie de votre aimable attention. De la francophonie de la République populaire démocratique du Congo. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur du Conseil, j'invite les intervenants principaux suivants à prendre part à cette séance. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, et Madame Joy Msuya, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre Lacroix. Distingués membres du Conseil de sécurité, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda et autres distingués ambassadeurs et représentants, je remercie le Conseil de sécurité de cette occasion d'intervenir sur la situation prévalente dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Je ferai une brève déclaration liminaire avant l'intervention de mes collègues Bintou Keïta et Joyce Mtuya. Comme cela a été discuté avec la présidence du Conseil de sécurité en raison d'engagements antérieurs dans le cadre d'une visite officielle en République arabe syrienne, je ne serai sans doute pas en mesure de participer à l'ensemble de la séance et je prie les membres du Conseil de sécurité et les autres participants à travers vous, Monsieur le Président, de m'en excuser. Monsieur le Président, la réunion d'aujourd'hui se tient dans un contexte de détérioration majeure de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, le M23 a lancé des opérations offensives de grande envergure dans l'est de la RDC avec l'appui des forces armées du Rwanda. Ces actions leur ont permis d'étendre leurs gains territoriaux de manière significative en l'espace de quelques semaines, tout en ouvrant un nouveau front dans le sud Kivu, d'où la MONUSCO s'est retirée le 30 juin 2024. Les Nations Unies sont profondément préoccupées par la reprise des hostilités qui a entraîné la prise de Saké, une localité stratégique située à quelques kilomètres de Goma, menaçant directement des millions de civils et les casques bleus déployés avec le mandat d'assurer leur protection physique. À cet égard, je me réfère à la déclaration du secrétaire général sur ce sujet qui vient d'être publiée et je me permets d'inviter les membres du Conseil et les autres participants à la consulter. Le 23 et 24 janvier, le M23 a tiré sur les positions de la MONUSCO et de la SAMI-DRC. Au cours des dernières 48 heures, 2 casques bleus de la MONUSCO appartenant au contingent sud-africain et un casque bleu uruguayen ont été tués dans l'accomplissement du mandat qui leur a été confié par ce Conseil. Je rappelle que ce mandat porte en particulier sur la protection des civils et le soutien à la lutte contre les groupes armés qui sévissent en RDC. 11 autres casques bleus ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma. Des soldats de la SAMI-DRC, la force de la SADC, à laquelle la MONUSCO apporte un soutien en vertu d'un mandat donné par ce Conseil, ont également été tués et blessés. Et il y a également de très nombreuses victimes civiles et des déplacements additionnels de populations importants dans un contexte humanitaire déjà extrêmement difficile. Je souhaite saisir cette opportunité pour exprimer au nom du secrétaire général des Nations Unies nos plus profondes condoléances aux familles des casques bleus décédés, ainsi qu'à leur gouvernement et au peuple sud-africain et uruguayen. Et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime également mes condoléances au gouvernement des pays contributeurs de troupes de la SAMI-DRC et aux familles des victimes. Je rends hommage de tous les casques bleus de la MONUSCO dans l'accomplissement de leur mandat visant à protéger les civils et contrer la menace posée par les groupes armés. Et je saisis cette occasion pour rappeler que les attaques contre les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre. Mr. President, distinguished... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sachant que le sort de Goma et de ses millions d'habitants n'est pas encore déterminé, la MONUSCO s'est efforcée de s'acquitter de son mandat de protection des civils, bien souvent moyennant un coût important, tout en mettant tout en œuvre pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel. À cet effet, ces positions ont été renforcées en coordination avec les FRDC et la SAMI-DRC afin d'empêcher que les M23 ne progressent encore vers Goma. Des mesures ont aussi été prises pour garantir le réapprovisionnement rapide des contingents de l'ONU basés dans les zones contrôlées par les M23, notamment Jiwanja, Kayambayanga et Kichanga. La mission a activé ces mesures d'urgence afin de faciliter les opérations Casevac et Medevac telles que prévues. Madame Bintou Keïta vous fournira davantage de détails sur les mesures prises par la mission pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent, tout en mettant tout en œuvre pour garantir la sûreté du personnel de l'ONU et de ses installations. Monsieur le Président, en ces heures critiques, sachant que la vie de nombreux civils casques bleus sont menacés, le respect du mandat du Conseil par ailleurs menacé, la MONUSCO demeure déterminée à préserver son mandat en dépit des difficultés. Le Conseil doit rendre hommage aux sacrifices consentis par les casques bleus qui ont sacrifié leur vie en poursuite de ce noble objectif, en sondant un message un peu plus clair au M23 et à ses soutiens, à savoir leurs agissements et la menace qui pèse sur la vie des civils et de l'ONU ne sera tolérée. Toutes les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire. Distingués membres du Conseil,
Il est impératif que le M23 cesse immédiatement ses hostilités et se retire des territoires occupés. La violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC constitue une atteinte aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies continueront de collaborer avec les principaux acteurs pour encourager les parties prenantes à reprendre les négociations dans le cadre du processus de Luanda que les Nations Unies soutiennent totalement. Dans ce contexte, je tiens à rappeler les progrès significatifs réalisés au cours des derniers mois dans le cadre de ce processus. Il est crucial que ces acquis ne soient pas perdus. Le retrait des forces rwandaises de l'Est de la RDC doit être effectif. Le plan de neutralisation des FDLR doit être mis en œuvre. Et le mécanisme de vérification ad hoc renforcé doit être pleinement opérationnalisé. Les populations menacées par cette offensive du M23 et les pays contributeurs qui ont mis leurs soldats et leurs policiers à la disposition des Nations Unies pour assurer leur protection s'attendent à une réponse ferme de ce Conseil permettant de rétablir un environnement propice à la poursuite des efforts politiques visant à trouver une solution durable à la crise actuelle. Il est encore possible d'éviter le pire pourvu que ce Conseil agisse sans délai. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Lacroix pour son exposé.